Aux interrogations. Oui, il faut peut-être... Y a-t-il d'autres observations, d'autres questions parce que... Oui, je voulais clore la polyphonie. Je voulais simplement clore la polyphonie, c'est-à-dire intervenir après mes camarades, mais oui. j'interviendrai après mes collègues. On passe de l'autre... Je vous repasserai la parole. Hein. Monsieur Gégère. Merci Madame le maire. Madame le maire, Madame l'adjoint aux finances, mes chers collègues. Alors, comme les autres, je vous remercie de cette polyphonie budgétaire qui est très sympathique. Voilà. Alors, j'avais prévu de vous faire un laïus sur la conjoncture internationale, les crises, la conjoncture nationale qui n'est pas plus brillante. Oui, vous connaissez très bien. La conjoncture locale, qui là est inquiétante et nouvelle, puisque la défaillance, le non-budget métropolitain va avoir des implications sur les budgets de toutes nos collectivités de la métropole. Alors, bon, face à tous ces problèmes, la solution, la voie qu'empruntent beaucoup de collectivités, c'est de faire des économies, de partir à la chasse au gaspillage et de serrer considérablement les dépenses de leur budget. Bon, ici, c'est ce que nous devrions faire, mais malheureusement, alors c'est un peu tard pour le dire maintenant, puisque le budget est voté aujourd'hui et c'est le dernier jour pour le faire, mais ça peut nous impacter pour l'avenir. Pour faire simple, sur votre budget, il y a 2 tiers de fonctionnement, 1 tiers d'investissement. Qui vont se régler, bien évidemment, en finançant par l'emprunt ou par le concours des collectivités extérieures. Alors, il est difficile d'analyser la totalité de votre budget, d'abord parce que vous faites des comparaisons de BP à BP. BP 2026 par rapport au BP 2025. Quid des DM qui ont eu lieu pendant l'année et qu'en est-il des restes à consommer? On n'a pas ces chiffres. Donc on verra ça plus clairement quand vous présenterez le CFU, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Deuxièmement, il est compliqué aujourd'hui de rentrer dans le détail du budget, sinon on y passerait la journée, et si chacun de nous veut le faire, c'est 3 ou 4 jours. Alors moi, je vais vous proposer une réflexion sur 3 points qui me paraissent essentiels: notre capacité d'investissement, le recours à l'emprunt et la maîtrise de notre budget de fonctionnement. Alors la capacité d'investissement, ça a été rappelé par Dominique Auger, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, ce qui nous donne une épargne brute de laquelle il faut retirer le service de la dette pour avoir une épargne nette et donc notre capacité à investir. Alors couramment, dans les communes, on a coutume de dire que cet autofinancement doit être compris entre 15 et 20% des besoins pour que ça fonctionne bien, plus c'est mieux. Alors malheureusement, il n'en est rien dans ce budget, puisque nous avons, en arrondissant les chiffres, 15 millions de recettes d'épargne brute, 15 millions de charges à la dette, ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus d'autofinancement, avec 300 000 €, ce qui est quasiment rien. Alors j'ai bien entendu Madame Auger en commission des finances qui nous a dit que lors de la présentation du CFU, il y aurait certainement 4 ou 5 millions qui viendraient se rajouter à tout ça, mais on est toujours loin, ça ferait 4 à 5% de nos besoins d'investissement, on est toujours loin des minima nécessaires pour que ça fonctionne correctement. Alors malheureusement, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il est probable que nous aurons cette année et les années suivantes, si le tir n'est pas rectifié, de vraies difficultés pour le financement de nos investissements et même des projets en cours. Alors, vous ne voulez pas augmenter la pression fiscale. Alors là, nous vous en félicitons et nous adhérons bien évidemment totalement à ça. Mais il faut quand même trouver des solutions. Alors, pour l'instant, la seule solution qu'on voit, c'est le recours à l'emprunt, si on peut se le permettre. Alors, il est vrai que notre capacité d'emprunt est a priori bonne, puisque la ville est pour l'instant encore peu endettée, un peu moins de 1 000 € par habitant, ce qui est bien. Si le montant est peu inquiétant pour le moment, par contre, la trajectoire pourrait l'être, car depuis les 3-4 dernières années, le recours à l'emprunt augmente et il faut voir
face aux besoins de financement des investissements, comment tout ça va évoluer. Alors, de moins en moins de concours de l'État, 15 millions à peu près de moins chaque année. Il y aura moins de concours de la métropole parce qu'on connaît bien la solution. Hein. Le budget va être remis entre les mains du préfet. Le préfet va le confier à la Chambre régionale des comptes. Et la Chambre régionale des comptes, comme toujours, elle va dire on double, on triple la pression fiscale. Concentrez-vous sur vos compétences et réduisez la contribution que vous apportez aux mairies. C'est comme ça que ça va se régler. Et on le sait très bien. Donc on va avoir des difficultés à s'en sortir. La seule solution qui me paraît évidente, c'est de travailler sur notre budget de fonctionnement. Alors, Madame Auger, ça m'étonne d'une économiste telle que vous. Vous nous annoncez 0,1% de réduction des frais de fonctionnement. Mais bon, c'est rien. C'est rien par rapport aux besoins qui se profilent. La plupart des communes, aujourd'hui, font une chasse sévère aux frais de fonctionnement. Je vous rappelle qu'à Nice, c'est 60 millions d'euros qui prévoit de faire en économie. Alors ici, si vous preniez l'objectif de faire 20 millions d'euros dans vos dépenses de fonctionnement, ça serait probablement salutaire pour le budget de notre commune. Alors c'est trop tard aujourd'hui, bien évidemment, mais on est à votre disposition, si vous le souhaitez, ou au sein de la Commission des finances, pour regarder avec vous quels pourraient être, pour le budget de l'année prochaine, les gisements de fonctionnement qu'on pourrait économiser, avec comme principe 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. Voilà, alors se lancer à la chasse des dépenses publiques, ça me paraît très important. Et pour conclure, je vous propose, mais vous ne l'accepterez probablement pas, de lancer un audit du fonctionnement des services et des dépenses de la commune, non pas, loin de moi l'idée de vouloir faire une chasse aux services et de critiquer quoi que ce soit, mais pour essayer de trouver ensemble et avec eux des trajectoires qui permettent l'année prochaine de rentrer dans les budgets permettant de financer les priorités que vous annoncez et que nous partageons, les écoles, le sport, la sécurité et la culture. Voilà, en attendant ces efforts à faire, nous voterons contre votre budget. Je vous remercie. Merci. Cyril Blein. Oui, merci Madame le maire. Chers collègues, alors tout d'abord, je voulais commencer par remercier effectivement les services et les élus qui ont été en charge de la rédaction de ce budget, qui, comme l'a dit Madame Auger, est très lisible. Et donc, je les remercie pour ça. Je vous avais parlé lors du débat sur le ROB 2026 de mes incertitudes sur les orientations budgétaires. Je me demandais quelle était la capacité de la ville à investir au-delà de ce qui est fait. C'est-à-dire que la communication qui a été faite sur les 4 axes en polyphonie était très bonne, mais ce que je souhaiterais pour la ville d'Aix-en-Provence, c'est qu'on puisse aller beaucoup plus vite et faire beaucoup plus d'investissements, que ce soit dans les écoles. Alors, ça sera l'école d'Ancagnane, mais il y a d'autres écoles qui nécessitent des investissements. On requalifie le quartier Sextus et il y a d'autres quartiers et villages en dehors du centre-ville qui le nécessitent aussi. Je vous donne 2 exemples. Vous avez au sud de la ville l'avenue Gaston Berger et Jean-Paul Coste qui est assez dégradée au niveau des trottoirs. C'est assez dangereux, c'est chez Monsieur Chevalier, qui c'est assez dangereux pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui circulent. Vous avez par exemple à la Constance ce nouveau stade qui a été construit et qui est très beau, des besoins de vestiaires. Donc il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'attentes au niveau des Aixois dans les différents quartiers. Donc lors du ROB, je vous avais indiqué donc les dépenses de fonctionnement qui grévaient le budget d'investissement devaient diminuer pour pouvoir justement permettre ces investissements. Et faute d'économie sur ces dépenses-là, je me demandais si vous alliez faire le choix de baisser les investissements, de faire le choix d'endetter les Aixois ou éventuellement de céder des biens fonciers de la ville. Et ce que je m'aperçois dans ce budget, c'est qu'en réalité, vous avez fait les 3. Et donc là où je vais développer, là où j'avais des inquiétudes, elles sont toujours là. Et là où j'avais des incertitudes sur vos orientations, maintenant j'ai les certitudes puisque je l'ai vu dans votre budget très lisible. Donc
Pour le voir, il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps, parce que dès la page 3 du budget, on peut s'apercevoir dans le tableau des grands équilibres, et ça a déjà été dit par mes collègues des groupes d'opposition, que les dépenses de fonctionnement sont stables. En revanche, les dépenses d'investissement diminuent à hauteur de 9 millions d'euros cette année, et pour à peu près 9% de diminution par rapport à l'an dernier. C'était exposé dans le tableau. Et donc, j'ai la réponse à ma première question. Effectivement, les investissements diminuent. Alors, ça correspond à peu près d'ailleurs à la baisse de la DGF. Et je pense que la ville ne doit pas compter que sur les institutions extérieures qui vont être de plus en plus en difficulté. On a parlé de la métropole, mais ça sera le cas probablement de la région, du département, qui vont avoir des dotations de l'État diminuées. Et l'État lui-même qui va probablement diminuer l'aide aux communes. Ensuite, sur la page 13, on peut constater que la masse salariale, elle, a augmenté de 6 millions d'euros, donc qui est une grande part de la dépense de fonctionnement. Et ce qui est plus inquiétant, c'est sa part relative par rapport à l'ensemble des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle était l'an passé de 57%, donc la totalité des dépenses, elle passe aujourd'hui à près de 60%. Donc on a une croissance proportionnelle de cette masse salariale qui va progressivement mettre en difficulté, si rien n'est fait, de mon point de vue, les budgets en investissement. Page 24, concernant la dette, donc vous indiquez que la ville va contracter un emprunt de 24 millions d'euros, ça a déjà été dit par M. Gégère, et dans le même temps, elle va rembourser 15 millions de capital restant dû sur les anciens emprunts, ce qui fait qu'on va endetter la ville de 9 millions d'euros, donc c'est la réponse à ma deuxième question. Effectivement, vous allez continuer à endetter, alors même si la dette aujourd'hui n'est pas si grande que ça comparée à d'autres villes, l'endettement, c'est un poison progressif, tout comme l'augmentation de la masse salariale, et donc il faut éviter dans le temps que ça puisse progresser, puisque ça va handicaper, là encore, les investissements. Et ensuite, page 25, on a le détail des produits d'investissement, dont les cessions d'actifs fonciers. Et donc, on s'aperçoit que l'on va céder des actifs fonciers de la ville à hauteur de 14 millions d'euros, dont 12 millions, ça a été dit par Madame Agnès Dor tout à l'heure, qui concerne l'hôtel de Michaelis rue Venelle. Et donc, c'était la réponse à ma troisième question. Effectivement, vous allez également céder des biens pour pouvoir équilibrer le budget d'investissement. Et en page 29, donc je remarque que vous concluez un petit peu ce rapport avec un titre qui est, comme ça, est très beau, une programmation ambitieuse de dépenses d'investissement. De mon point de vue, quand on baisse les investissements, on n'est pas sur une programmation ambitieuse, et je souhaiterais plus pour ma ville. Aujourd'hui, ça a été dit aussi par M. Gégère, vous voyez, je reprends l'ensemble des groupes d'opposition. A priori, on est d'accord sur certains points, pas sur tout. Beaucoup de villes et de collectivités ont fait le choix de diminuer les dépenses de fonctionnement, de s'attaquer aux dépenses. Alors, on n'a pas attendu la ville de Nice pour le faire. Par exemple, la présidente de région, Christelle Morancé, l'a fait depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce que je souhaiterais savoir, et c'est ma question, c'est quelles sont les orientations, alors pas pour le budget 2026, puisqu'effectivement c'est trop tard, mais pour la suite, quelles mesures vous allez prendre pour pouvoir augmenter les dépenses d'investissement et non pas les diminuer, et vous attaquer au budget de fonctionnement. Et juste une dernière précision, vous comprendrez compte tenu de ce que je viens de dire que nous voterons contre ce budget. Merci. Merci Monsieur Blin, Monsieur Clément Frel-Cazenave et Monsieur Pénal. Oui, petite précision pour Monsieur Klein. Non, effectivement, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, même sur pas grand-chose. Madame le maire, seulement quelques points de vigilance et je serai rapide sur le budget vert. Aujourd'hui, 85% du budget ne présente pas d'impact favorable pour l'environnement. En fonctionnement, ce n'est que 6% du budget qui a un impact favorable ou très favorable pour l'environnement. En investissement, ce n'est que 29% qui sont fléchés favorables ou très favorables pour l'environnement. Alors pourquoi, alors qu'on parle d'investissement, nous sommes à moins d'un tiers des dépenses d'investissement favorables pour l'environnement, alors que nous allons être une des villes de France les plus touchées par les dérèglements climatiques. Une des villes de France les plus touchées par le dérèglement climatique. Merci. Monsieur Klein. Merci Madame, de manière extrêmement brève et sur une question d'actualité. Au chapitre des recettes, dans le cadre de ce budget, on a des recettes de fiscalité directe de l'ordre de 57 millions provenant de la métropole. Et effectivement, compte tenu de cette actualité, de ce que le budget n'a pas été voté, qu'il est entre les mains donc de l'État, est-ce que nous avons et nous pouvons avoir des assurances sur les deux postes que constitue cette somme importante de 57 millions
que sont l'attribution de compensation d'une part, et puis surtout la dotation de solidarité communautaire. Est-ce que vous ne craignez pas que le préfet puisse, notamment peut-être sur ce second poste, avoir une position plus restrictive, ce qui priverait la ville d'une part très importante de cette recette? Donc voilà, si vous pouvez nous donner quelques indications et nous rassurer à ce titre, si vous le pouvez, bien sûr. Merci. Merci, Monsieur Pénard. Oui, merci beaucoup. Je vais faire 3 remarques dans 3 domaines différents. D'abord, les subventions au secteur associatif et aux centres sociaux. Vous les maintenez, dont acte. Dans le contexte, c'est déjà un premier pas, mais je pense vraiment, et à l'encontre de discours très libéraux que je viens d'entendre, je pense vraiment que le secteur associatif a besoin d'être plus aidé. Il est un facteur de cohésion sociale, de solidarité, dans les temps difficiles qui sont nôtres aujourd'hui. On en a encore plus besoin, c'est pour ça que je ne critique pas le budget de fonctionnement. Et donc je pense que pour en tout cas une partie du secteur associatif, il faudrait faire un effort pour mieux les accompagner, y compris financièrement. Ça ne veut pas dire que ça soit tout le secteur associatif, mais les centres sociaux, par exemple, ça me semble indispensable, et toutes les associations qui concourent à la solidarité, qui concourent, je dirais de manière générale, au bien-être, ou qui s'engagent dans des domaines touchant le social, devraient être regardées attentivement. Surtout qu'il y a de l'inflation tout de même, c'est-à-dire que souvent, pour ce qui est du matériel, pour ce qui est de la vie quotidienne, ces associations, à leur échelle, ont des problèmes budgétaires. Et donc, moi, je pense que dans ce secteur, il faut faire un effort. Et cet effort, d'après moi, demain, il aidera la ville à se développer, y compris dans l'efficacité économique que vous recherchez. Donc, c'est la première chose que je voulais dire, mais je le répète, un budget de fonctionnement important, moi, ne me dérange pas, surtout dans le contexte actuel, à partir du moment où on le maîtrise, bien entendu, et ça fait souvent les différences d'ailleurs entre les villes de droite et les villes de gauche. Et j'espère que les citoyens qui sont dans les villes de gauche apprécient les politiques menées, et dans les villes de droite, elles subissent votre politique qui est profondément inégalitaire, donc on n'est vraiment pas d'accord. Bon, on n'est pas là pour ouvrir des tribunes politiques entre les uns et les autres. Ça m'est venu naturellement. Alors, j'ai bien compris, mais bon, on retient un peu sa nature. Voilà. Deux mots encore. Donc, il y a la question du périscolaire. Moi, je voudrais que ça soit une question communale, que l'on puisse aborder ensemble. Il est insuffisant à Aix, surtout il n'est pas coordonné. Il y a des besoins, ça a été dit, exprimés par les familles, en termes tout simplement de pouvoir accéder au périscolaire. Parfois ils sont sur une file d'attente. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est aussi compliqué. Et puis le contenu qui doit être donné au périscolaire. On en a parlé pour de mauvaises raisons à Paris, mais je ne sais pas si vous avez vu ce périscolaire à Paris. Voilà, c'est ça une ville de gauche. C'est vraiment ça. Bon, alors sur le dernier point, attendez, dernier point. Non, Marc, ça suffit. Non, attendez, ça Madame le maire. Là, ce sont des discours fleuves. Non, mais attendez, dernier mot. Non, mais parce que comme vous avez ouvert sur l'ensemble des sujets, on aurait pu faire différemment. Moi, je trouve bien, on peut discuter. C'est pas devenu un discours de politique générale avec un débat derrière. Oui, mais bon, c'est sur la sécurité. Là, je vais être très... Sur le budget, alors. Voilà, je vais être très sévère avec la mairie sur la sécurité. Il a été évoqué par l'élu en charge de la sécurité notamment les brigades d'environnement, que vous avez un peu augmenté, selon moi de manière insuffisante, mais que vous avez un peu augmenté. Et moi, je veux revenir, on n'est pas en campagne électorale, mais 2 mots sur ce qui se passe à l'Arbois, sur sa décharge. J'ai étudié le dossier de près. C'est la commune qui a la main. Elle a le terrain, elle est concernée en premier lieu, et il n'est pas plus possible que ce scandale continue longtemps.
Et donc, je demande à la mairie, cette fois-ci, d'intervenir, qu'on arrête avec c'est toi, c'est moi, je ne sais pas. C'est plus possible, c'est honteux même, vous le savez bien. Bon, Marc, ça suffit. Le dossier de l'Arbois, tu es de mauvaise foi pour une raison très simple, que le dossier de l'Arbois, il y avait effectivement un contentieux juridique. Oui, mais le contentieux, c'est vous qui avez la main. Non, et justement, parce que nous avons la main, mais nous ne l'avions pas il y a très peu de mois. Donc, ça suffit. Alors, maintenant, Dominique va répondre. Madame le maire, non, stop. Dominique Auger, ça implique au moins 12 millions d'euros pour le faire. Hein. Non, Dominique Auger c'est répond. colossal. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc quelques réponses techniques et puis je pense que vous clôturerez le débat, Madame le maire. Alors, les réponses techniques, bon, et un sujet que nous abordons fréquemment sur évidemment les pénalités de la loi SRU. Pour monter notre taux, faudrait-il encore qu'il y ait des constructions de logements sociaux qui soient finalement majoritaires dans des groupes nouveaux de construction. Ça commence à arriver. D'ailleurs, tout à l'heure, à la délibération 0113, on va présenter une garantie d'emprunt sur un projet où il y a 50 logements sociaux sur 91. Donc, on est vigilant sur ce genre de choses, on fait attention à ce genre de choses. Et d'autre part, on accorde un montant important systématiquement, j'avais déjà eu l'occasion de le dire en commission des finances, toutes les garanties d'emprunt qui sont demandées par les opérateurs sociaux, sauf s'il y avait un problème très important dans le dossier, on y va à chaque fois. Donc on est, voilà, c'est cette action-là, qui est une action qu'on peut faire, eh bien on la fait systématiquement, et je pense que c'est un élément important. Pour l'audit, lors d'une commission des finances, on aura peut-être plus de temps pour échanger sur des dossiers un petit peu pointus comme ça. On vous présentera ce que fait la direction du contrôle de gestion, qui est en audit chronique permanent, je dirais. Voilà, donc il y a tout un service qui analyse en permanence et produit des ratios en permanence sur ce que les autres services font. Et c'est un travail très collaboratif pour essayer justement d'améliorer notre efficacité globale. Si maintenant, dans la comparaison BP à BP, vous n'avez pas 100% des informations, cette remarque est exacte. C'est bien pour ça qu'il y a 4 temps financiers dans une ville. Il y a un ROB, un BP, un CFU et un BS. Et à chaque fois, évidemment, on apporte des compléments d'information et des comparaisons entre ces différents temps. Donc, et notre capacité d'investissement, je vous l'avais dit en commission des finances, à ce jour, elle a cette apparence-là, mais en réalité, à la fin de l'année, elle va être différente. Fin 25, on était à un peu plus de 6,5 millions. On imagine qu'on va être dans ces eaux-là aussi cette année. On en saura plus quand on va avancer sur nos chiffres. Sur le fait qu'on a désinvesti, on a eu 2 années totalement exceptionnelles en 24-25. On a un flux, si on regarde la longue période, on a un flux qui est un flux, disons, en gros, à 60 millions d'euros, comme cette année. Si je n'ai pas le pic de 24-25 qui est dû à une accélération elle-même liée, par exemple, à l'année Cézanne et ainsi de suite. On est bien sur ce linéaire-là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 60 millions d'euros pour une ville de 150 000 habitants, c'est un effort financier considérable. Je vous dis notre taux d'équipement, c'est-à-dire les dépenses d'équipement brut par rapport aux recettes réelles de fonctionnement.
Nous, on est à peu près stable avec un ratio qui est à 0,28, 0,25, 0,26, etc. Ce qui est important, c'est la moyenne de la strate. La moyenne de la strate elle-même, elle est stable, mais elle est stable à 0,16. Nous, on est stable à 0,28. Ça veut dire qu'il y a un taux d'équipement qui est très élevé pour les Aixois. Je vous donne d'autres chiffres. Sur la moyenne 20-25, on a des dépenses par habitant cette fois-ci de 389 € par habitant. Et la moyenne de la strate est à 271. Voilà, donc on investit beaucoup, on investit vite. Donc j'espère qu'en ayant cette lecture des chiffres, vous serez plus en accord avec nous. Sur cette année aussi, un petit point technique, un budget présenté en avril avec 4 mois qui sont des 4 mois presque atones, pratiquement pas de CAO. Donc c'est aussi une année particulière parce que c'est une année dans laquelle il y a un trimestre qui est un trimestre un petit peu bizarre. Quant à la dette de 24 millions, on doit construire un budget sincère, c'est-à-dire en expliquant ce qui peut éventuellement se produire. Et ça, c'est la barrière maximum qui, si vous votez le budget, nous sera autorisée. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dépasser 24 millions d'euros. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait aussi mis 24 millions d'euros dans le budget et on ne les a pas consommés. On a même emprunté moins que ce que l'on a emprunté, et c'est ce que j'avais dit pour l'Europe. On a un taux qui a légèrement diminué par tête, qui est dans une diminution modeste, mais qui est quand même le cas. Et on a bien l'espérance de faire ce même chemin là cette année. Voilà, donc pour les informations techniques. Il restait un sujet technique encore, peut-être sur la taxe de séjour, mais je crois que Karima va répondre à votre question. Alors, concernant, mes chers collègues, Madame le maire, la taxe de séjour, il faut savoir que la taxe de séjour est plafonnée. Donc, on ne peut pas mettre une taxe de séjour comme l'on veut selon les catégories. Vous savez qu'elle est plafonnée et qu'elle est nationale. Aussi à savoir que la taxe de séjour n'est pas là pour boucler un budget. La taxe de séjour, c'est une recette qui est dédiée et affectée. Elle est dédiée et affectée à l'Office de tourisme qui est un EPIC. Donc elle est totalement, intégralement reversée à son Office de tourisme. Donc aujourd'hui, on a des marges de manœuvre qui sont ridicules. Est-ce qu'on a envie d'impacter aujourd'hui nos hôteliers pour une recette qui sera ridicule, dans la mesure où vous savez également que 5 communales et que tout le reste part à la région et au département. Donc là, je ne vois pas l'opportunité d'augmenter la taxe de séjour selon les catégories en dehors de la loi. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas légal. Merci. Mais ce que je dis, on est vraiment, le gain est ridicule. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Julie, sur le budget vert. Oui, merci beaucoup. Alors, merci pour cette question. Je suis absolument ravie qu'on me la pose parce qu'on va parler un petit peu de technique. Alors, quand on parle de technique, ça fait toujours un peu fuir. Donc, je me suis dit, je vais quand même éviter à mes collègues les informations de calcul, de comment finalement on cote notre budget vert. Mais là, je vais pouvoir le faire. Alors, c'est un peu technique. Je ne sais pas si vous avez en tête, en tout cas, la façon dont on procède. La cotation, elle s'opère en 3 temps. On a une cotation très favorable, avec un impact qui est favorable direct sur l'enjeu. On a une cotation ensuite qui est favorable, avec un impact favorable, mais de façon
indirectes cette fois-ci. Et ce que je vous ai donné donc, comme chiffre, le 15% du total des dépenses, englobe ces deux catégories. Ensuite, il y a effectivement le neutre qui représente ensuite les 85% du reste. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de neutre, on ne parle pas pas forcément de pas d'impact en fait. C'est aussi, et bien souvent, la plupart du temps, des impacts qui ne sont pas mesurables. Et c'est comme ça qu'on les classe en neutre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action en faveur de l'environnement dans ces cotations-là. Ça veut simplement dire parfois qu'on n'arrive pas à le mesurer, et c'est somme toute assez normal quand on regarde la somme de l'ensemble des investissements ou du budget qui est prévu à l'échelle de la ville, finalement de ne pas avoir à chaque fois la possibilité de mesurer ces dépenses sur la partie verte. Ensuite, moi, j'aimerais aussi insister sur le fait que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on n'est absolument pas tenu de le faire. Cette cotation, on l'a fait parce qu'on est des bons élèves, clairement. On a envie de faire preuve de transparence et de montrer qu'on a envie de bien faire les choses. Je pense que voilà, c'est à noter quand même de pouvoir donner cette place-là au budget vert et de le présenter aujourd'hui, alors que la loi ne nous impose absolument pas de le faire. Et je préciserai aussi que ce chiffre est le même que l'an dernier. Mais pourquoi? Parce que là encore, vous allez dire, Julie Alradotte, mais c'était exactement ce que je vous disais. On est sur une trajectoire. Parler de budget vert en se disant qu'on va aller d'une année sur l'autre avec des chiffres qui changent complètement, ça n'a absolument aucun sens. Il faut regarder la trajectoire sur du long terme et c'est comme ça qu'il faut vraiment appréhender ces chiffres. C'est vraiment important, je le souligne encore et encore. Et enfin, pour moi, le meilleur indicateur de notre action, c'est celui finalement qui vient de l'extérieur, parce que là, sur ces cotations, on est sur une auto-évaluation et je dirais que tout ce jugement, on va dire en tout cas le regard extérieur, il est clairement validé aujourd'hui de l'action que nous menons au sein de la municipalité pour le budget vert. Quand on parle des différents labels, quand on parle des contrats qu'on a pu nouer avec la région sur des longues trajectoires, on a quand même eu un peu plus de 20 millions d'euros sur un contrat de centralité région entre 2023 et 2027. Le département qui nous a fourni une dotation de 13,8 millions. Le fonds vert à un peu plus de 2 millions, ou encore l'agence de l'eau à 1,5 million, FEDER pour la partie européenne à 1,37 million. Eh bien, ces dotations, elles se fondent en tout cas sur des critères qui sont extrêmement contraints et on y répond à chaque fois. On n'est pas sur de l'auto-évaluation. Donc, je pense qu'il faut prendre en tout cas ces chiffres avec du recul et d'aller un peu dans le fond de la technique plutôt que de retirer un seul chiffre qui ne dise finalement pas grand-chose. Merci Julie. Oui, en effet, c'est un budget ambitieux. C'est un budget qui reste tendu, mais ambitieux, véritablement, Monsieur Blin. Et dans le même temps, je pense qu'on arrive à faire la part entre l'investissement, le fonctionnement avec effectivement les associations, les centres sociaux et tout ce qui fait la vie finalement d'Aix-en-Provence. Je dirais aussi qu'il y a tout de même de noirs nuages qui s'amoncellent, avec en effet ce qui se passe sur le plan métropolitain, mais bien sûr, mais qui n'est que la résultante de ce qui se passe au niveau international, au niveau national, et qui évidemment va se répercuter aussi sur les autres collectivités que sont la région et le département, lesquelles vont devoir se recentrer sur leurs compétences obligatoires et diminuer de plus en plus drastiquement ce qu'elle donnait aux communes et aux associations sur les compétences facultatives. Donc nous avons tout intérêt à surveiller ce qui se passe et à adapter le plus possible en faisant attention effectivement à ce qu'est la vie aixoise, ce que je disais à l'instant, à nos associations, à nos agents, à faire en sorte que le service public demeure le plus tenu, le plus sérieux, le plus volontariste, chère Agnès, possible. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges qui ont été, je le trouve, même si à la fin c'est un petit peu dérapé, je le trouve assez constructif. Et c'est en effet ce que j'attends de cette assemblée, parce que j'ai toujours la faiblesse de penser qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Alors il est évident que je me réfère en amont et évidemment principalement à ce que dit ma majorité, mais dans le même temps, c'est toujours très important
d'entendre. D'entendre parce que ça permet aussi de sortir un peu de sa propre fenêtre et d'avoir peut-être un regard plus vaste, tout simplement. Et j'espère que nous pourrons poursuivre ce type d'échange dans l'avenir. Merci. Nous allons donc... Nous allons donc passer au vote. Contre, abstention, donc toute l'opposition, Frédéric, contre. Merci à tous. Je vais repasser la parole à notre chère Dominique, Brièvement. que je vous demande d'applaudir parce qu'elle a été excellente. Pour le 1-03. Oui, alors Avec, je prends Madame les le maire, avec applaudissements. tout le service... Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, je le sais, Voilà, je sais qu'on le dit chaque fois. Mais J'ai vraiment, dit les agents. voilà, mais aussi, c'est hein, vraiment... bien sûr. Et le service public. Je les connais tous parce que j'étais souvent en commission des finances quand il y avait le regretté Gérard Rambouillet. Maintenant avec Dominique. Je le suis moins depuis que je suis en même temps député parce que je n'ai pas d'hologramme comme M. Mélenchon, donc je n'y arrive pas. Dieu merci. Voilà, je n'y arrive pas. Lui y arrive, mais il arrive à tout faire, on le sait, mais moi non, je ne suis qu'un humble mortel, hein, voilà, par rapport à M. Mélenchon qui pense qu'il ne l'est pas. Bon voilà, donc vraiment, ces services-là, je voulais les remercier. Ils sont remarquables. Ils ont Alors on les applaudit. Une compétence. Voilà. Et c'est un service qui travaille sans IA. Tout ce qu'ils font, ils le font eux-mêmes et avec une connaissance historique de tout ce qui s'est passé dans la ville qui est vraiment essentielle. Hein. Voilà, alors, délibération 01, 03, ça va être très bref. Nous avons une commission de déontologie. Cette commission de déontologie eh bien, se réunit de temps en temps et donc se déplace. Il est donc important de pouvoir indemniser leurs déplacements, sachant qu'ils sont parfaitement bénévoles. Contre, enfin, il n'y a pas de remarque. Contre, abstention, très bien, merci. Je passe la présidence à Dominique Augier parce que nous sommes obligés de sortir justement pour des raisons de déontologie et de déport. Je crains que moi aussi, je doive sortir. Donc c'est Michael qui va prendre la suite. J'attends bien sûr. Oui, j'attends simplement que le déport soit réalisé. Il y a une erreur, mais vas-y. Ok, alors il s'agit en fait de la 104 et cela concerne la SPLA, donc la Société publique locale d'aménagement des Pays d'Aix et du territoire. Juste un petit historique. Là, vous m'entendez mieux ? Pas terrible, je vais changer de micro. Là, c'est mieux. Bon, on y arrive. Donc, un petit historique, par délibération du conseil municipal, en 2015, une concession d'aménagement de la ZAC de la Constance a été donnée à la SPLA, Société publique locale d'aménagement, pour 17 ans. Approuvé par le Conseil de métropole en 2019. Ceci concerne la réalisation d'un programme d'équipement public et des modalités prévisionnelles de financement de la dite ZAC. Je fais une présentation bien sûr en synthèse. Le programme global prévisionnel de cette ZAC qui obéit à une croissance naturelle de la ville dans ces domaines que sont le logement, les locaux d'activité tertiaire et des locaux commerciaux. Donc, pour les besoins de ce programme, la SPLA Pays d'Aix Territoire sollicite un prêt à cette phase précise du projet qui vous est présenté aujourd'hui, un prêt de 6 millions d'euros, dont la garantie de la ville à la hauteur de 80% est sollicitée.
Vous avez le détail et les caractéristiques financières de ce prêt. 6 millions d'euros à un taux fixe de 3,15% l'an, une durée de 36 mois. La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt. Donc, se poursuit à ce point-là du processus le développement et la construction de la ZAC de la Constance, projet majeur pour l'économie locale et dans tous les domaines qui en ressortent, comme cité précédemment, comme le logement, les locaux tertiaires et les locaux commerciaux. Vous avez aussi le détail des surfaces par poste. Donc, il vous est proposé aujourd'hui de voter cette phase, donc c'est-à-dire le prêt de 6 millions d'euros. Je vous remercie. Merci, Michael. Question Nathalie Chevillard, Hervé Guerrera, Cyril Dibéo, Cyril Blas. Nathalie ? Oui. Je vous en prie. Donc, Madame le maire, mes chers collègues, donc cette délibération n'est pas une simple formalité bancaire. En garantissant à 80% un emprunt de 6 millions d'euros pour la ZAC de la Constance, la ville prend un engagement politique majeur, celui de poursuivre coûte que coûte un projet d'urbanisation massif sur l'un des derniers grands espaces naturels et agricoles d'Aix. Elle engage une vision de la ville et cette vision, malheureusement, est celle d'une fuite en avant dans la bétonisation. Nous parlons ici à terme de 3 600 logements supplémentaires, de bureaux et locaux commerciaux à proximité immédiate des autoroutes A8 et A51, dans une zone déjà fortement exposée aux nuisances sonores, aux émissions polluantes et aux îlots de chaleur. Est-ce réellement cela la ville que nous voulons pour demain ? À l'heure où partout on parle de désartificialisation des sols, de sobriété foncière, de préservation des terres agricoles et de lutte contre le réchauffement climatique, nous faisons exactement l'inverse. Nous imperméabilisons, nous minéralisons et nous densifions encore. Et cela dans un secteur emblématique, marqué à la fois par son patrimoine paysager, par son histoire agricole et par les paysages immortalisés par Paul Cézanne. On nous parle d'écoquartier. Mais un écoquartier sans véritable grand parc public, sans respiration urbaine suffisante, sans ambition paysagère forte, ce n'est pas un projet écologique, c'est un habillage sémantique. D'ailleurs, l'étude d'impact environnemental du projet elle-même vient contredire ce discours. Elle identifie la présence de plusieurs espèces sensibles, 2 espèces d'insectes à enjeu modéré, mais surtout une espèce de chauve-souris à fort enjeu écologique, 3 autres enjeux modérés, ainsi que plusieurs espèces enjeux écologiques reconnus. Le document prévoit également des mesures lourdes, limitation de l'éclairage, adaptation du calendrier des travaux à la biologie des espèces, déplacement des populations d'amphibiens, sanctuarisation de parcelles compensatoires, restauration d'habitats naturels. Autrement dit, même le maître d'ouvrage reconnaît que ce projet détruit suffisamment de milieux naturels pour devoir ensuite tenter de les compenser. La vérité, c'est que l'on artificialise massivement un espace vivant, puis que l'on tente de réparer après coup. Les Aixois n'attendent pas seulement des logements, ils attendent une qualité de vie. Ils attendent de l'ombre, de la fraîcheur, des espaces verts, des lieux de respiration. Ils attendent aussi une ambition culturelle. Durant les municipales, l'idée d'un musée, d'un véritable équipement culturel structurant avait été évoquée. Aujourd'hui, cette ambition semble avoir disparu. Nous aurions pu faire de la Constance un grand projet de ville, un espace exemplaire mêlant patrimoine, culture, nature et qualité de vie. Or, ce projet semble davantage inspiré par les réflexes d'urbanisme du siècle dernier que par les exigences de transition écologique du XXIe siècle. Cette délibération traduit moins une ambition qu'un renoncement, le renoncement à penser autrement la ville, Plus court, Nathalie. le renoncement à protéger notre cadre de vie, le renoncement à tenir les promesses faites aux Aixois. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas favorablement à cette délibération. Je vous remercie. Voilà. Merci. Hervé Guerrera ou Cyril Dubéo. On interviendra de manière polyphonique. D'abord, sur le projet, nous y sommes depuis très longtemps opposés. On ne va pas refaire la discussion sur la nature de ce projet et ce qui nous paraît pas tenable. Mon intervention sera du coup peut-être plus technique. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable que la ville, tant que le recours qui est en cours de jugement ne sera pas validé, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable pour les finances publiques que la ville ne force pas? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tant que le juge ne se sera pas prononcé sur un
recours qui nous paraît, et nous sommes très favorables aux associations qui soutiennent ce recours, sur le problème de compensation. Mais Cécile reviendra tout à l'heure sur le dossier des compensations, puisque vous évoquez la compensation sur Saint-Pons, sur les espèces qui sont menacées. Et là aussi, nous ne sommes pas tout à fait certains de la qualité, de la sincérité des évaluations des espèces faunistiques qui ont été évaluées dans le dossier. Enfin, sur les mesures de protection effectives, enfin, il y a quand même, outre le principe global de la constance, il y a quand même toute une série technique de questions qui font qu'à notre avis, le dossier est bancal, et c'est pour ça que nous soutenons le recours que les associations ont fait. Tant que ce recours, il nous paraîtrait judicieux que la ville ne s'engage pas sur ce dossier et ne force pas le destin. Une enquête publique a déjà annulé ce dossier, c'est le deuxième dossier que vous avez dû présenter, donc c'est un dossier qui est quand même très compliqué, qui n'a pas été très bien mené par le passé, et donc ça serait engagé en plus à hauteur de 80%. C'est-à-dire que la SPLA, encore une fois, nous met devant le fait accompli, et c'est elle qui fait la gestion de cette ville. Et nous pensons que ce n'est pas la SPLA qui fait la gestion de cette ville, en fait. C'est le conseil municipal qui fait la gestion de cette ville, et c'est dans ce cas-là que nous nous opposerons et voterons contre cette délibération. Mais Hervé voulait rajouter un point, sachant qu'il s'est opposé sur ce dossier depuis, je crois, 2015, Hervé. Oui, Hervé. Dans un premier réponse, car collègue Eleggi de Eleggi, dans son rapport, toujours fai un po' dans la langue nostra, dans son rapport de 2024, le commissaire enquêteur donne les conclusions, ouvre la voie à l'arrêté préfectoral favorable à la ZAC, indique que la constance serait, j'emploie le conditionnel eu égard au recours évoqué par Cyril, de 92 hectares, dont une partie urbanisée de 40 hectares. Le rapport est toujours en ligne. La délibération 1.4 fournit également des indications sur la partie urbanisée de la ZAC, 6 hectares. Ma première question est donc la suivante. Le chiffre donné dans le rapport d'enquête de 40 hectares à urbaniser est-il surévalué, erroné, et sinon, que deviennent les plus de 7 hectares? C'est pas rien d'écart. Second élément, ça a été dit, la Constance est un projet qui a énormément évolué depuis 2015 et le premier PLU. Il mériterait sans nul doute une présentation détaillée, actualisée, qui pourrait éclairer utilement la population sur votre projet. Enfin, si en 2019, j'étais bien seul à m'opposer à ce projet contestable, incohérent, ça a été dit, eu égard aux exigences du développement durable, à la préservation des terres agricoles, à la sauvegarde de la biodiversité et des sites cézanniens, je suis aujourd'hui particulièrement heureux que l'opposition menée par Marc Pénat conteste de façon unanime une ZAC qui continue de morceler une forme urbaine particulièrement mise à mal depuis 2001. Et je me dois aussi de saluer, Cyril l'a fait, l'action du mouvement environnemental et patrimonial Vent debout contre votre projet. La Constance écoquartier. On nous avait déjà fait le coup avec la Durane. Mais au-delà des mots, quand un projet ignore les recours alternatifs à la voiture, et notamment à la voie ferrée qui traverse cet espace, comment pourrait-on parler d'écoquartier quand la solution du tram-train est une solution étudiée par l'OPA, d'ailleurs, l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, qui serait, elle, durable. Oui, il y a bien d'autres solutions pour développer l'offre de logement à Aix-en-Provence, et bien des voies se sont... Merci de votre attention, Madame la maire. Et bien des voies... Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir discuter effectivement avec les services, si je le souhaite. Oui, mais tout à fait. C'est pour ça que je vous laisse le temps de discussion et que je reprendrai après. Je peux faire des choses en même temps, crois-moi. Donc, pour conclure, il y a bien d'autres solutions pour développer l'offre de logement dans notre ville et bien des voies se sont élevées pour les porter, mais sans recours à l'intelligence collective, sans aucune volonté de co-construction, vous avez choisi de les ignorer. C'est dommage et surtout dommageable pour notre ville. Vous gramassez bien de votre bonne attention. Merci. Cyril Blanc.
Oui, merci Madame le maire. Alors, je ne vais pas faire une tribune politique sur la Constance. On a déjà beaucoup échangé sur ce sujet pendant la campagne et vous connaissez la position de notre liste. Moi, c'était une question plutôt technique par rapport à ce prêt de 6 millions d'euros. Il est inscrit dans le rapport qui s'est destiné à financer des acquisitions foncières, des études et des honoraires, mais on n'a pas le détail ni des acquisitions, ni de ce qui est réellement financé par ce prêt de 6 millions d'euros. Donc je m'interrogeais sur ce que nous allions garantir au niveau de la ville. Et ensuite, je vois dans le prêt qu'il s'agit d'un prêt donc in fine, avec quasiment 6 millions d'euros qui sont remboursés en dernière échéance. Et je me demandais quelle garantie nous pouvions avoir de la SPLA que ce prêt sera bien remboursé in fine. Alors, sur la garantie de la SPLA à rembourser, je n'ai aucun doute. Ensuite, cette garantie d'emprunt concerne en effet la garantie des études environnementales, sur des études environnementales et sur des acquisitions foncières qui sont des maisons déjà construites sur le site. Voilà à quoi sont affectés ces 6 millions d'euros. Sur les prochaines résolutions, est-ce qu'il serait possible d'avoir le détail justement de ces acquisitions quand on doit garantir les acquisitions foncières? Bien sûr. Normalement, ça figurera de toute façon dans le rapport d'activité. Bien évidemment. Merci. Ensuite, je tiens à détromper Nathalie Chevillard sur le fait de la sururbanisation que constituerait la ZAC de la Constance. C'est loin d'être le cas. Sur une centaine d'hectares, en fait, il y a effectivement 40 hectares de construits, simplement. Et nous avons un parc qui sera situé au milieu de la ZAC, qui, lui, sera à peu près d'un tiers de la surface. Donc, ce sera véritablement un écoquartier, et c'est même, je dirais, un quartier modèle, un quartier pilote que nous souhaitons, puisque nous avons fait intervenir sur le sujet, au-delà de l'architecte de Villers, du cabinet d'architecture de Villers, qui a, lui le pauvre n'est plus là, mais qui a quand même obtenu le premier quartier vert sur Lyon, me semble-t-il, je ne crois pas me tromper. Dans le même temps, c'est aussi Philippe Ram, qui est un architecte véritablement spécialisé dans la biodiversité et dans l'architecture verte, qui a revu le projet totalement, lequel sera construit à base de matériaux nobles et en même temps selon des méthodes qui nous permettront de nous préserver beaucoup mieux du changement climatique. Voilà l'ambition que nous avons pour ce quartier. Quant à attendre la fin du recours, cher Cyril, c'est un recours qui n'est pas suspensif. Voilà, donc on poursuit et évidemment, avant de construire, on attend l'issue du recours. Mais on fait en sorte que tout soit prêt pour qu'au moment où nous l'espérons fort, bien sûr, le recours soit éteint, nous puissions démarrer. Voilà, histoire de ne pas encore attendre des années. Merci à tous. Vote contre? Abstention? Très bien. Merci. Nous pouvons donc faire rentrer nos collègues. Okay. 0105, Éric Chevalier. Oui, mes chers collègues, c'est un ensemble de délibérations. La première, c'est une modification. La 105, c'est une modification des indemnités de fonction d'élus municipaux. Nous avions voté une délibération au dernier conseil le 3 avril et vous avez devant vous une modification. La même chose à 1,06 concernant les indemnités des élus municipaux, concernant les majorations. Même principe, il y a une modification suite à la délibération du 3 avril 2026. Concernant la 1,07, c'est la délibération qui est une délibération habituelle concernant les modifications au tableau des effectifs et des emplois de la ville d'Aix-en-Provence, qui comprend à la fois la création des emplois des effectifs, les ajustements des emplois, la liste des renforts, disons, saisonniers, ou alors renforts contractuels permanents pour remplacement des postes vacants. La 1,08, c'est la reconduction du dispositif des apprentis pour l'année 2026-2027. L'institution est une entreprise comme une autre et nous avons le devoir de recruter des apprentis. Donc, comme en septembre, il y aura
2 apprentis qui seront en continuité de contrat actuel, nous proposons de maintenir l'effort de la collectivité avec une cible 10 contrats pour l'année scolaire 2026-2027. La 109, c'est pareil, c'est la subvention habituelle annuelle à la caisse d'entraide et des personnels municipaux, et on vous demande d'approuver le versement de la part prestation pour un montant de attendez, le montant, je trouve plus 200 et quelques 600, voilà, 623 000 €. La 1010, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial, CST, et à la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, F3 CST. Vous savez que c'est 2 organismes paritaires, donc il est proposé de fixer le nombre de représentants titulaires pour chacune de ces institutions à 8, un nombre égal bien sûr des représentants de la collectivité. Et bien sûr de décider du recueil pour chaque instance de l'avis des représentants de la collectivité et de décider bien sûr ce que j'ai indiqué, le maintien du paritarisme. Et la 111, c'est le rattachement du CCAS à la ville pour les commissions administratives et consultatives paritaires. Sinon, vous savez que le CCAS serait contraint d'aller voir le CDG 13, qui est une autre institution. Et là, c'est préférable que les agents qui sont au CCAS soient considérés comme les agents de la ville, puisque c'est notre bras armé en matière sociale. La 112, c'est pour information du Conseil, le compte rendu annuel des recours administratifs, prélèvements obligatoires, RAPO. En fait, c'est par rapport au forfait au stationnement, le fait de ne pas régler son stationnement, ça entraîne un paiement, et de fait, vous avez des tableaux de rapport annuel. Alors, c'est vrai que le tableau, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de rapports que l'année précédente, mais quand vous regardez en moyenne le taux d'acceptation, vous voyez que le taux d'acceptation pour 2025 est de 79,6%, pour 2024, il était de 78,91%, donc en fait, on continue dans les mêmes solutions. Voilà, je crois que j'ai fini la 1.12. Je vérifie. Voilà, c'est bon. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Agnès Doré. Une petite question rapide sur la délibération concernant la subvention à la caisse d'entraide. Cette année, elle est votée en 2 parties. Il y a la part prestation et la part fonctionnement. Est-ce que c'est possible de savoir, je ne l'ai pas retrouvé, en 2025, sur les 850 000 € au total pour les 2 postes, quelle était la part prestation en 2025, s'il vous plaît? Est-ce que c'était la même chose, me répond. C'était exactement la même chose. Merci. Magali Bayonne, Cyril Diméo, Cyril Blanc. Merci Madame le maire. C'était une intervention à propos finalement d'une partie de certaines délibérations qui concernent le personnel. Et c'est vrai que c'était aussi une intervention pour laquelle j'aurais souhaité que Madame Dominique Auger soit présente. Ah ben elle est revenue, c'est parfait. Vous aviez deviné qu'il y avait une intervention. Donc sur mon intervention, elle concerne la structure d'emploi de la ville, où on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais lorsqu'on regarde le budget et dans le paragraphe qui est intitulé « Un budget responsable », vous parlez d'une augmentation de la masse salariale qui finalement est maîtrisée, mais on sait dans le rapport unique social qu'il y a une inégalité salariale au sein des personnels de la ville, inégalité évidemment en défaveur des femmes. En règle générale, c'est le principe, enfin c'est pas le principe, c'est au moins le constat qui est fait. Et lors du précédent conseil municipal, Madame Dominique Auger, vous vous êtes montrée sensible à la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Et donc, nous imaginons que l'égalité salariale au sein du personnel de la commune vous préoccupe. Or, elle n'est pas atteinte aujourd'hui.
Notre question est la suivante. Est-ce que c'est un objectif que la municipalité s'est fixé? Et quelles sont finalement les mesures qui sont envisagées pour y parvenir? Et une petite question subsidiaire qui finalement élargit cette question d'égalité salariale. Tout à l'heure, nous avons parlé du budget vert et il a été dit, ce qui est vrai, que ce n'est pas une obligation de la loi de présenter un budget vert. Mais il y a aussi un autre type de budget qui peut être intéressant avec un autre angle. C'est le principe, recourir au principe d'une budgétisation sexo-spécifique, autrement appelé budget sensible au genre, qui est une méthode d'analyse budgétaire qui permet d'étudier l'impact de l'allocation des ressources sur les inégalités femmes-hommes afin de mettre en œuvre les correctifs nécessaires. Est-ce que, à terme, on pourrait imaginer aussi que la ville soit, comme pour le budget vert, ambitieuse et pionnière, comme l'a été Lyon d'ailleurs en 2021, qui a adopté ce principe de budgétisation sexo-spécifique. Merci pour votre attention et vos réponses, je l'espère, puisque je n'ai pas eu de réponse sur le périscolaire tout à l'heure. Merci. Oui. Bon, merci d'avoir noté cette sensibilité. Elle n'est pas récente d'ailleurs. Moi, j'ai une carrière universitaire et c'est pendant cette carrière universitaire que cette sensibilité s'est développée. Parce que dans le monde universitaire, il n'est pas très simple de faire carrière pour une femme. Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça l'était. C'était vraiment très compliqué, j'allais dire de mon temps. Voilà. Alors, les inégalités salariales, bien, il y a chaque année des statistiques qui sont faites au niveau national et que l'on retrouve un peu partout, qui est qu'il y a un différentiel qui est à peu près de 22% de différence. Ça vient principalement de deux choses. La première, c'est les temps partiels qui sont souvent choisis par les femmes pendant qu'elles sont avec des enfants en bas âge. Et ensuite, parce qu'il y a souvent des plafonds de verre pour les femmes. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais énuméré le nombre de femmes présidentes d'université. Elles sont bien peu nombreuses. Voilà, donc oui, il y a un regard à la ville sur ce genre de choses. Et je prends un exemple aussi. Voilà, donc bien sûr qu'il y a ce type de regard. Voilà. Je ne veux pas dénoncer, mais... Voilà, donc non, bien sûr qu'il y a un regard. Maintenant, voilà, il y a une vraie sensibilité, il y a un vrai regard. Comment faire pour que ces inégalités salariales évoluent? La formation joue un rôle important, justement, pour permettre au personnel d'évoluer entre les catégories. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Voilà, ça, c'est ce qu'on regarde quand même au niveau de l'ARH, comment faire évoluer aussi le personnel. Bon, j'ignorais totalement qu'il y avait un classement ou voilà, quelque chose de genré. Voilà, donc bon, je l'ignorais. Après, faut-il se mettre des contraintes complexes? Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je regarderai par curiosité, mais je pense qu'avoir ce regard très conscient des choses me semble déjà un chemin déjà très marqué et très fort. Il ne s'agit pas de contraintes, il s'agit d'une méthode d'analyse du budget. Donc oui, regardez, je vous assure que c'est... Je jetterai un œil, on en discutera. Aussi, on en discutera. Pour sortir même de France, à Vienne, il y a ce type de méthode d'analyse. C'est vraiment une méthode d'analyse financière, c'est pas pour voir les impacts des décisions budgétaires sur l'amélioration, les correctifs sur les inégalités, ou au contraire, certaines décisions peuvent renforcer sans qu'on en ait conscience. Et c'est vrai que c'est une conscientisation aussi, mais à l'aide d'une analyse financière. Voilà. Très bien, je Merci beaucoup pour votre attention. Discutera.
Merci. Sur le périscolaire, oui, effectivement, j'en ai rien dit tout à l'heure. Le périscolaire, c'est une enveloppe de 14 millions d'euros. Une garderie à 1 heure, à 1 euro, pardon, qui se déroule le soir. En revanche, ce sont des activités gratuites le midi, ainsi que des ateliers plus scolaires concernant les quartiers prioritaires. Donc, sur l'aide, effectivement, aux devoirs, à la scolarité, et sur la garderie le soir. Il est vrai que ce qui s'est passé à Paris nous rend un petit peu frileux, hein, même si on va entamer, comme on l'a promis aux parents, une étude pour la rentrée 27, mais qui ne serait pas évidemment, ça serait plutôt une expérimentation à la rentrée 2027, voir comment ça se passe. On poursuit. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Cyril Diméo. Alors, mon intervention portera sur 2 délibérations, qui est la 1.7 et puis la 1.12. Alors, sur la 1.7, c'est la question du personnel. On a été très surpris de voir que 128 postes étaient supprimés et que 39 étaient créés. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un différentiel de 89 emplois qui disparaissaient des effectifs. Si nous avons bien compris, c'est des postes qui n'étaient pas pourvus et qui disparaissent du cadre des effectifs. Donc, l'interrogation est pourquoi ces emplois n'ont-ils pas été pourvus et comment a été arbitré ou quel choix a présidé. Parce qu'en fait, quand on lit le document, il nous paraît absolument pas clair de comprendre le motif ou le sens du choix des emplois, des 89 emplois supprimés. Surtout que si on regarde, c'est un peu confus, mais il semblerait que ce soit un peu plus des emplois de catégorie A qui soient supprimés et un peu plus des emplois de catégorie C qui soient créés. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de structure interne de cette modification de ces emplois en la matière? On votera contre cette délibération puisque vous allez sûrement nous dire que c'était des emplois pas pourvus, donc il n'y avait pas de légitimité. Et si ces emplois ont été créés, c'est qu'ils avaient quand même un sens ou une finalité. Et ça nous paraît être une façon finalement indirecte de supprimer des emplois et de réduire la masse salariale. Et je pense que les organisations syndicales qui se sont opposées à cette présentation et à cette mesure ont une légitime inquiétude que nous soutenons et partageons quant à la transformation de ce tableau des effectifs. Est-ce que j'interviens sur l'autre question, sur le rapport Oui. Donc, il y a la délibération 11-12 qui est sur la question du stationnement. C'est très étonnant, cette délibération est très très étonnante, et ce qui est très étonnant et qui n'est pas clairement explicité, c'est la nature des contestations. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé, en termes de contestations, l'année précédente, de 3249 contestations, c'était déjà beaucoup, à 6482 contestations. C'est-à-dire en fait, on a quasiment doublé le volume de contestations, donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, la sulfateuse APV et la façon de faire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si ça double, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez identifié ce problème? Il n'est pas clairement identifié dans la délibération, qui fait qu'il y a autant de personnes qui contestent les PV. Et le deuxième souci ou la deuxième interrogation qu'on a en lisant la délibération, c'est que c'est la nature des acceptations. Donc oui, vous avez le même taux d'acceptation que la fois précédente, on est à 90%, mais il y a une obscurité sur la nature de ces contestations. C'est-à-dire qu'en fait, ça se réduit en 2 lignes qui sont tout sauf explicites. Indulgence, directeur, PMA, commissariat. Bon, quelle est la nature de cette indulgence? Absence de certificat de cession de véhicule, erreur de saisie. Enfin, c'est un gros paquet extrêmement vague qui fait que vous avez légitimement ou pas, on ne le sait pas justement, puisque vous n'avez pas identifié la nature de ces validités. Certaines mauvaises langues penseraient que des années électorales font qu'il y a de la souplesse sur la nature de ces exonérations. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu de transparence sur la cause de l'augmentation, du doublement en fait, de ces contestations, qui doit être lié à quelque chose? Et deuxième temps, est-ce qu'il serait possible d'avoir quelque chose de plus détaillé sur le fait que 93% de 6 000, ça fait à peu près 5 000 exonérations, ne sont pas justifiées précisément ou techniquement? Merci à vous.
Oui, alors sur le premier point concernant les effectifs, en fait, vous n'avez pas tout le temps ce genre de chiffres affectés de suppression. En fait, c'est suppression de grades qui ne sont pas utilisés, d'après ce que dit l'administration. Pour le CST, je ne suis pas certain qu'ils étaient opposés à cette délibération. Je crois qu'ils se sont peut-être abstenus. C'est ça, abstenus. Voilà. Donc, si vous voulez, mais c'est une mise à jour des emplois qui peut y avoir, des grades qu'il peut y avoir. En même temps, c'est pas une suppression physique de poste. Alors, sur les grades, c'est très bizarre parce qu'il apparaît de grade, par exemple, de directeur. Vous allez recruter 2 directeurs. Si je ne m'abuse, dans votre grille, il n'y a plus de directeur, par exemple. Donc, c'est très bizarre de nous dire que vous changez cette grille parce que vous modifiez les grades et vous appelez à recruter un directeur technique et un directeur administratif. Et si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que vous avez supprimé cette fonction de votre grille, par exemple. On me dit que c'est un grade statutaire, mais je vais laisser le répondre Madame Sidi Moussa sur cette partie-là, concernant les grades. Oui, alors effectivement, ce sont des suppressions de grades et non des suppressions de postes. Lorsqu'on vous soumet à peu près à chaque conseil municipal un tableau des emplois, donc c'est un tableau des emplois où il y a la fonction et le grade. Donc vous avez par exemple des créations de postes de directeur, mais de directeur en tant qu'emploi et derrière lequel est assis un grade qui peut être un grade d'attaché principal ou de directeur territorial, parce que directeur, le vocable est un peu trompeur, c'est à la fois un grade et à la fois un emploi. Donc ça, c'est ce qui se passe à chaque tableau des emplois qu'on vous présente, où en fait on crée des emplois sur lesquels on va recruter ou qui correspondent à des évolutions de carrière. Par contre, on vous propose rarement des suppressions. Or, la vie territoriale bouge et si effectivement j'ai une progression de carrière qui amène quelqu'un à être posé sur un grade supérieur, normalement je suis censé fermer le grade inférieur. Or, vous constaterez que dans les tableaux des emplois qu'on vous présente, on vous présente toujours les créations mais jamais les suppressions. Donc le département des ressources humaines a entrepris on va dire un nettoyage de son tableau des emplois des grades qui va nous amener progressivement à vous présenter plus souvent des suppressions, mais sur lesquelles il n'y a effectivement pas d'emploi, donc évidemment pas d'agents, mais surtout pas d'emploi avéré. Donc c'est vraiment du nettoyage sur la comptabilité des grades de la collectivité. Pardon, mais pour être certain d'avoir compris, est-ce qu'il s'agit d'une modification de la nomenclature qui laisse intact le solde des emplois existants, ou est-ce qu'il s'agit de la conséquence de la modification de la nomenclature qui, au final, impacte la quantité d'emplois existants, qu'ils soient ou non pourvus? C'est une autre question. Ici même, s'il vous plaît. Non, c'est le premier point que vous avez évoqué. Ça n'impacte pas les emplois existants. Ok. Sur la seconde partie des rapports, en fait, disons normalement, il y a un certain nombre d'explications, mais il peut y avoir des explications qui ne sont peut-être pas claires pour vous. Mais par exemple, quand il y a des interventions techniques, il peut arriver que le véhicule qui verbalise prend en compte le véhicule technique qui est en train de faire une intervention d'urgence. Donc ça veut dire, pour citer le cas de la REPA, qui peut faire une intervention qui stationne mal ou qui stationne sur une place sans payer, et de fait, on est obligé de faire un dégrèvement derrière. Ensuite, sur l'année électorale, mais je vois que sur les résidents hors Aix-en-Provence, quand vous regardez le chiffre hors Aix-en-Provence et Aix-en-Provence, disons, c'est plus des gens hors Aix-en-Provence qui ont été, qui ont été reçus, c'est les tableaux. Vous avez toutes les explications sur les éléments. Après, peut-être que le véhicule de verbalisation a plus tourné que ce qu'il l'avait fait l'année précédente, en 2024. Je crois que d'ailleurs en 2024, il y a eu une panne. Il y avait une panne du véhicule en 2024, donc il suffit qu'il y ait 2 ou 3 mois de panne et le chiffre est inférieur à 2025. Sachant que 2025, bon, l'augmentation de la verbalisation et l'année électorale, je ne comprends pas la question, puisque si on veut parler d'année électorale, c'est l'année 2025. Hein. Voilà. Monsieur Blain. Oui, alors j'avais aussi 2 questions. Alors, avec Cyril Diméo, on a le même prénom, mais je vois qu'on choisit les mêmes résolutions, parce que c'était la 1.7 et la 1.12. Sur la 1.7, autant tout à l'heure sur le budget, j'ai été assez élogieux sur la rédaction, autant sur les tables des effectifs et les modifications, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose. Alors j'ai entendu à l'instant que dans certains conseils municipaux, on nous donne le tableau des effectifs. Là, a priori, pour moi, il n'était pas joint aux résolutions. Donc, en étant nouveau au conseil municipal, je n'ai pas de base de comparatif. Et il me paraît important, quand on fait des modifications, d'avoir un point de départ et un point d'arrivée. Et donc,
je suggère pour les prochains conseils que l'on puisse avoir ce tableau des effectifs ou que dans le rapport puisse être exprimé le nombre, que ce soit pour les grades ou pour les postes, le nombre au départ et à la fin, à l'issue des modifications. Donc ça, c'était pour le 1.7. Et pour le 1.12, j'étais aussi assez interloqué par le nombre de recours qui a doublé, avec un taux qui est donc de 80%, c'est-à-dire que les personnes qui font des recours, et elles ont raison de le faire si elles sont dans leur bon droit, ont la plupart du temps raison. Moi, je m'interroge pas forcément sur les années électorales, je ne vais pas dans ce sens-là, mais plus sur le coût des recours. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'avec une voiture qui fait des verbalisations automatiques, cela allait créer des économies pour la ville, et c'est une bonne chose. En revanche, si à côté, au niveau administratif, ça génère un taux de recours très important et qui a un coût, et je me demandais donc si vous aviez pu évaluer le coût de 3 000 recours pour l'administration de la ville, et éventuellement le coût des 6 000 recours, puisque ça a doublé. Et il faudrait peut-être le rapporter après à la méthodologie que l'on avait avant pour les amendes et à celle qui existe aujourd'hui. Et je me demandais en parallèle aussi, pour diminuer ce taux de recours, est-ce que vous avez mis en place des process avec le prestataire privé qui gère le véhicule LAPI pour éventuellement voir comment on pouvait optimiser, qu'il y ait moins de recours? Je vais répondre. Oui. Voilà. Merci. Donc sur la première question, on va s'améliorer dans la délibération, si ce n'est qu'on m'indique que dans tous les rapports qui sont présentés, voilà, dans tous les budgets, c'est des budgets primitifs, budgets supplémentaires, les éléments sont à l'intérieur au niveau des emplois. Donc, mais par contre, on va s'améliorer, on le disait avec Madame le maire, on va s'améliorer sur la rédaction de cette partie-là de la délibération. Voilà. Concernant les rapports, on n'a pas d'entreprise privée, c'est ça que je ne comprends pas, c'est la PM qui conduit la voiture et qui verbalise. Ce n'est pas une entreprise privée, donc avec les ASVP. C'est pas une entreprise privée. Alors, donc je pensais qu'effectivement c'était un prestataire privé, mais dans ce cas-là, est-ce qu'avec la police municipale, vous avez mis en place des process pour essayer d'optimiser le nombre de recours, puisque c'est un coût pour la ville? Et est-ce que vous l'avez évalué? Oui, mais ça, disons, les recours d'une manière générale, on ne les supprimera pas totalement, ne serait-ce qu'on a le petit souci, par exemple, quand quelqu'un va prendre un ticket, disons, on va mettre sa plaque sur le totem de paiement, il peut arriver que l'API passe à ce moment-là, qui verbalise alors qu'il n'y a pas eu la connexion entre les deux systèmes. Donc c'est vrai que c'est un premier élément. Deux autres éléments qu'on peut avoir aussi, c'est les personnes qui sont à mobilité réduite, pour lesquelles s'ils sont titulaires d'une carte, ils peuvent bénéficier d'une exonération, c'est la Videx procède ainsi, si ce n'est qu'il faut que le véhicule soit inscrit dans le fichier. Donc souvent, les gens ne pensent pas à se faire recenser pour dire j'ai l'autorisation de stationner de par ma capacité, et donc c'est vrai qu'on le fait a posteriori. Donc il y a un certain nombre d'éléments de toute façon qui seront impossibles à réajuster. Par contre, comme j'ai le plaisir de signer les courriers, je suis en train de voir comment améliorer les choses. Parce que vous voyez, ça fait 6 000 courriers par an. Voilà. Donc 6 000 signatures. D'où mon inquiétude, et ça vous prend beaucoup de temps, l'administration aussi, ça coûte de l'argent à la ville. C'est bien de vous inquiéter pour ma signature, Monsieur Blench, j'en suis fort ravi, mais je m'inquiète surtout pour mes collaborateurs parce que je conçois que pour eux, c'est pas évident, disons, de faire ce travail-là. Donc, je me suis penché sur le problème, j'ai fait des notes en ce sens, puisque j'ai l'honneur d'avoir cette délégation depuis janvier 2024. Plus de questions? On peut passer au vote, Madame le maire. Excusez-moi, mais pour le handicap n'est pas attaché au véhicule. Il est attaché. On ne parle pas comme ça. Je pense qu'on a terminé. Donc nous allons passer au vote. 0105, contre, abstention. 0106, contre, abstention. 0107, contre, abstention. 17. 0108, contre, abstention. 0109, contre, abstention. 0110, contre, abstention. 0111, contre, abstention. 0112, contre, abstention. Je passe la parole à Dominique Auger pour la 0113. Oui, Magali. Juste une vérification. Vous avez bien enregistré que pour la 0107, ex-avenir, vote contre.
Est-ce qu'il a bien été enregistré que pour la 0107, c'est un vote contre? Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur Gaëta enregistre ça à merveille. Donc 0113. Donc 0113, c'est une garantie d'emprunt, je l'évoquais tout à l'heure. Donc nous garantissons l'emprunt de la société HLM Unicil qui achète en VFA 50 logements sociaux, 21 PLAI, 7 PLS, 22+, dans un programme qui s'appelle Avella Bianca et qui est dans le quartier de la Durane-Haut. Et 50 logements sur 91, ce qui est un ratio inhabituel et qui est très satisfaisant. Ils empruntent 7,5 millions d'euros. Ils nous demandent de garantir 50%. Le reste est garanti par la métropole et la métropole l'a déjà voté. Voilà. Et donc nous, on vous propose de garantir cet emprunt. J'ai le 0114 aussi, j'enchaîne. Alors ici, il s'agit de mettre en vente 53 véhicules qui sont soit non réparables, soit des épaves et ainsi de suite. Voilà, et donc il faut le soumettre au conseil municipal. Vous avez la liste des 53 véhicules. Voilà, donc on vous la soumet. Y a-t-il des questions ou des observations? Cyril Diméo. Madame la maire, mes chers collègues, pour signifier que sur la 1.14 de la cession des véhicules, nous nous abstiendrons. Nous avions, avec Marc, demandé, suite aux affaires assez tumultueuses du garage municipal, la mise en place d'une commission sur ce dossier. Nous apprenons par la presse qu'il y a un suivi pénal et qu'il y aura un jugement dans l'année en cours. Donc on ne va pas commenter cette chose-là, même s'il y aurait des questions. Mais nous avions à cette occasion, Marc l'avait fait, demandé d'avoir finalement un tableau ou un document des états de notre patrimoine. Et c'est vrai que c'est sur un certain nombre de dossiers de manière répétée, que ce soit sur l'état du bâtiment, que ce soit sur les véhicules. Nous avions demandé que nous soit présenté finalement une grille ou un document synthétique. Parce qu'en fait, là, on ne peut pas se prononcer puisqu'on ne connaît pas la nature du parc existant. Enfin, la finalité ou le sens précis de ces ventes n'a pas de sens, puisqu'on a un gros paquet comme ça d'une quarantaine de véhicules qui sont mis à cession sans qu'on sache si c'est à finalité écologique, si c'est parce que vous auriez maximisé les services, par économie, par renouvellement. Enfin, on n'en connaît pas le motif et on n'en voit pas la stratégie. Donc en fait, on serait curieux de savoir la nature de la stratégie municipale en termes de gestion de son parc automobile dans un document un peu plus structuré et construit. Merci à vous. Merci Cyril. D'autres questions, Monsieur Klein? Une observation, Madame, simplement, dans le cadre du processus de vente aux enchères que j'approuve, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une réserve sur le fait que les acquéreurs ne peuvent pas ni être des élus, ni être des fonctionnaires de la ville, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté? Oui, on pourrait le rajouter, mais je vous signale que sur les 53 véhicules, ils sont tous mis en vente parce que leur réparation est supérieure à la valeur vénale. Bon, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui achètent... Question de principe. Qui détruisent, voilà. Bon, après, le principe, on peut le mettre. Mais franchement, sur cette liste, il n'y a rien de tentant. Peut-être, à part un Massey Ferguson, un tracteur très ancien, voilà, un tracteur très ancien qui date de je ne sais plus quelle année, avant, voilà, 1986. Il n'est pas si vieux que ça. Voilà. Donc oui, on pourra le rajouter dans une prochaine délibération ou peut-être même dans celle-là. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et il y en a quelques-unes. Il y a quelques voitures qui sont carrément des voitures qui ont été totalement accidentées et qui donc là partent à la casse, comme on dit. Voilà. Non, rien de tentant vraiment. D'autres questions? Donc nous passons au vote. 0113 contre, abstention. 0114 contre, abstention.
Donc 0115, Michael, et tu déroules. Oui, Madame le maire, chers collègues, de la 0115 à la 0119, il s'agit de dégrèvement de droits de place, c'est-à-dire de dégrèvement pour des forains et maraîchers absents temporairement pour des raisons de santé. Dûment justifiées, bien sûr, les dossiers sont accessibles à tous au service de gestion de l'espace public. Donc voilà, malheureusement pour ces gens-là, ils ont été touchés par des problèmes de santé et il convient pour ces absences de dégréver. La 0120, c'est la présentation d'un successeur dans le cadre de la cession d'un commerce exploité sur le marché alimentaire. Un successeur parce que les 3 ans souhaités n'ont pas été atteints, parce qu'encore une fois, la personne qui a acquis cette place il y a quelque temps, donc moins de 3 ans, a été touchée par des problèmes de santé. Et donc, là aussi, dûment et plus que dûment justifié, le dossier est bien sûr accessible à tous, aussi à la gestion, au service de gestion de l'espace public. Donc il convient de l'autoriser à céder, puisque sa santé ne lui permet plus d'exploiter sur le marché son stand, de céder son stand pour qu'elle puisse récupérer au moins sa mise de fonds. Elle est déjà assez pénalisée par la maladie. Je vous remercie. Merci Michael. Y a-t-il des observations? Oui, Philippe Klein. Oui, merci pour cette présentation. Il y a une règle qui a été instituée, effectivement, qui est la détention pendant 3 ans de ce qui constitue un fonds de commerce, en tout cas quelque chose d'assimilable, donc une valeur économique. Et dans l'exemple que vous nous proposez, et je m'étais déjà opposé d'ailleurs sur la question du principe, pas la question de la personne, parce que je crois qu'il faut favoriser ceux qui respectent ce délai de 3 ans par rapport à ceux qui ne le respectent pas, et que les conditions de l'exonération telles que vous nous le proposez ne permettent pas d'apprécier, alors qu'on n'a que 6 mois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a acheté une place en septembre 2025. Oui, alors on ne connaît pas le prix. On ne connaît pas le prix, Monsieur Zazoun, on ne connaît pas le prix. Donc, si vous nous proposez, par exemple, que quelqu'un qui a acheté quelque chose sans, parce qu'il est malade, puisse être exonéré de ce délai de 3 ans pour le revendre sans, et j'ai pas d'objection, ou 100 ou moins. Mais si c'est pour faire et le revendre 110, 120 ou 150, je ne peux pas être d'accord, parce que c'est une distorsion et c'est un traitement inégalitaire avec ceux qui respectent ce délai de 3 ans. Donc, si vous nous apportez cette précision de ce qu'on ne peut pas faire un bénéfice par cette exonération, je suis d'accord et je voterai favorablement. Mais si nous n'avons pas ces éléments, dans le doute et par respect de ceux qui justement sont soumis à ce délai, nous serons obligés de nous abstenir. Simplement une précision, le prix de vente ou d'achat ne me concerne pas, ne concerne pas la ville. On est dans une dimension commerciale qui se fait d'un privé à un privé. La seule chose qui concerne la ville, c'est que ça se passe sur le domaine public. Il y a la règle des 3 ans, mais il y a des cas exceptionnels et j'en appelle à l'appréciation de chacun. Si vous êtes touché par la santé, vous ne l'avez pas choisi. Donc c'est là où j'en appelle à l'intelligence des membres du Conseil pour accepter que la personne qui maintenant a de gros soucis puisse ne pas perdre ce qu'elle a et le vendre. Mais il ne serait pas, je veux dire, de bon ton que l'élu délégué à la gestion de l'espace public ou même le service commence à se mêler de ce qui est de manière contractuelle, et vous le savez, vous êtes un avocat d'affaires, entre 2 personnes privées. Nous, c'est seulement la gestion sur le domaine public, et là, le cas échéant, une règle qui me semble de bon sens face à la maladie. Je vous remercie. Monsieur Klein.
Oui, une fois de plus, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais comprenez que moi je défends tous ceux qui respectent le délai de 3 ans et qui parfois ont des difficultés de maladie qu'ils ne font pas valoir obligatoirement et qui continuent à attendre ce délai-là. Et donc, si je veux bien prendre en considération le caractère humain, et si je veux bien comprendre que l'administration n'a pas à se mêler du caractère commercial, nous n'avons pas non plus la possibilité de faciliter une opération économique favorable, positive. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il appartient à la personne de nous demander, en même temps que l'exonération, qu'elle prend l'engagement de ne pas vendre plus cher. Et dans ces cas-là, je serais d'accord avec vous. Et nous n'intervenons pas, et c'est elle qui nous demande cette exonération dans ces conditions. L'important, Philippe, dans cette délibération, c'est pas tant le prix de vente, c'est que la personne est malade. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui et elle ferait les 3 ans. Et c'est ce qu'elle souhaite, à mon avis. Elle est malade. Vous comprenez la différence? Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je viens devant vous aujourd'hui. Si elle n'était pas malade, elle est venue acheter cette place avec enthousiasme. Donc, je veux dire, vous déplacez le débat. Là, le problème, et je viens devant vous, c'est parce qu'elle est malade, encore une fois. J'ai rien d'autre à ajouter. Je respecte votre point de vue, mais j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, on va proposer d'autres interventions sur le sujet de ces délibérations. Bon. Alors, nous passons au vote. 0115, contre, abstention. 0116, contre, abstention. 0117, contre, abstention. 0118, contre, abstention. 0119, contre, abstention. 0120. Sur le 0120, on va de toute façon, par principe, faire une vérification. Bon, ben très bien. Donc nous poursuivons. Mireille Lazare. Madame le maire, mesdames et messieurs, alors on vous demande d'approuver une convention de partenariat dans le domaine des entraînements cynotechniques. Il s'agit de mutualiser les entraînements des binômes maître-chien entre la ville d'Aix-en-Provence, nous en avons actuellement 4, et la ville du Luc qui en compte 1 pour l'instant. Les sessions d'entraînement se dérouleront sur 3 sites principaux, le terrain d'entraînement de cynophiles de la police municipale d'Aix, les installations de la base aérienne d'Émile et les installations du Luc. Cela a pour but d'améliorer leurs compétences techniques et leur efficacité, de renforcer la coopération interservices et de développer la formation continue. Chaque ville conservera la responsabilité juridique de ses agents et de ses animaux. Cette convention est prévue pour 3 ans et ne donnera lieu à aucun échange financier entre les 2 communes. Je vous remercie. Merci Mireille. Y a-t-il des observations, des questions? Donc nous passons au vote. 0121, contre, abstention. 0122, c'est bon. 0122, il n'y a pas eu de contre, abstention. Ensuite, 0201, modification de la délibération relative aux délégations de compétences au conseil municipal, du conseil municipal au maire. Alors en fait, lorsque nous avons voté cette délibération, je pensais qu'il y avait très peu de modifications. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait eu une sur le montant, effectivement, qui ne passait pas, le montant des signatures que je pouvais effectuer, qui passait de 1 million à 20. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc j'ai demandé à ce que cela repasse à 1 million, de manière à ce que tout ce qui est supérieur à 1 million vous soit présenté au conseil municipal en amont. Voilà. On passe au vote. Contre, abstention, très bien. Merci. Éric Chevalier, où est-il? Tout à coup. Bon, je vais la présenter à sa place. 0202, modification des moyens mis à disposition des groupes constitués. Y a-t-il des remarques ou bien non, des questionnements? Contre, abstention. 0203, commission d'appel d'offres, désignation des représentants du conseil municipal. Donc nous allons constituer un bureau de vote.
présenter pour toi. Avec Loris Martin, Sébastien Nourian et Cayenne Bianco pour assurer les fonctions d'assesseur, le secrétaire étant Loris Martin, le plus jeune de l'assistance. Pour le prochain.